Chapitre 2. La politique de l'intelligence. Les hommes haïssent l'intelligence chez les femmes. Elle ne peut s'enflammer, elle ne peut brûler. Elle ne peut aller au bout de sa flamme et tomber en cendres après s'être consumée dans l'aventure. Elle ne peut être froide, rationnelle, de glace. Aucune chaude matrice ne saurait coexister avec un esprit froid, glacial, splendide. Elle ne peut être ni effervescente, ni morbide. Elle ne peut rien être qui n'aboutisse en reproduction ou en putasserie. Elle ne peut être ce qu'est vraiment l'intelligence, une vitalité de l'esprit qui agit directement dans et sur le monde, sans médiation. De fait, écrit Norman Mailer, je doute qu'il existe un jour une écrivaine réellement passionnante, avant qu'une putain ne devienne call girl et ne raconte pour la première fois son histoire. Et Mailer se montrait généreux quand il dotait la putain d'une capacité de savoir, sinon de dire. De savoir quelque chose de première main, quelque chose qui vaille la peine d'être su. À quoi sert le génie, remarque plus sobrement Edith Wharton, chez une femme qui ne sait pas comment se coiffer. L'intelligence est une forme d'énergie, une force qui s'exerce sur le monde. Elle y laisse son empreinte, non pas à l'occasion, mais de façon continue. Elle est curieuse, pénétrante. Privée de la lumière de la vie publique, privée du discours et de l'action, elle meurt. Il lui faut un champ d'action qui dépasse la broderie ou le récurage des toilettes, ou de beaux vêtements. Il lui faut des réactions de défi, de véritables conséquences. L'intelligence ne peut être passive et réservée durant toute une vie. Tenue secrète à l'intérieur, elle s'étiole et meurt. Elle peut vivre d'échos du monde extérieur, subsister, mais à peine de pain et d'eau enfermée dans une cellule. Florence Nightingale a noté dans son tract féministe Cassandra que l'intellect est la dernière chose à mourir chez les femmes. Le désir, les rêves, l'activité et l'amour meurent avant lui. Si l'intelligence résiste ainsi, c'est qu'elle peut subsister de presque rien. Des fragments du monde que lui rapportent des maris ou des fils ou des étrangers, ou, à notre époque, la télévision ou parfois un film. Emprisonnée, l'intelligence tourne à la hantise et à l'effroi. Isolée, elle devient un fardeau et une plaie. Sous-alimentée, elle ressemble bientôt au ventre distendu de l'enfant qui meurt de faim. Gonflée, remplie de rien que le corps puisse utiliser. Elle enfle comme l'estomac affamé, alors que le squelette se recroqueville et les os s'effritent. Elle va saisir n'importe quoi pour calmer la faim. Enfourner n'importe quoi, tout mâcher, tout avaler. José Carlos est arrivé avec un sac de biscuits qu'il a trouvé dans une poubelle, lit-on dans le journal de Carolina Maria de Jesus, une sous-prolétaire brésilienne. Quand je les vois manger les détritus, j'ai toujours peur qu'ils s'empoisonnent. Les enfants ne supportent pas la faim. Les biscuits étaient bons. J'ai mangé en pensant à ce proverbe. Qui entre dans la danse doit danser. Et comme moi aussi j'ai faim, je dois manger. L'intelligence des femmes demeure, de tout temps, affamée, isolée, emprisonnée. Traditionnellement et de façon concrète, le monde est amené aux femmes par les hommes. Il continue l'extérieur dont l'intelligence féminine doit se nourrir. Il constitue l'extérieur dont l'intelligence féminine doit se nourrir. La nourriture est médiocre, une bouillie pour orphelins. C'est parce que les hommes n'apportent au foyer que des demi-vérités, des mensonges pétris d'ego, et qu'ils s'en servent pour exiger du réconfort ou du sexe ou des tâches domestiques. L'intelligence des femmes ne peut parcourir le monde en ce propre compte. On la maintient petite, confinée au foyer, asservie aux besoins des autres. C'est vrai même quand une femme occupe un emploi, parce qu'on la cantonne dans les travaux de femmes, et que son intelligence a moins d'importance que la forme de son cul. Les hommes sont le monde et les femmes utilisent l'intelligence pour survivre aux hommes, à leur manigance, désir, exigence, humeur, haine, déception, colère, avarice, concupiscence, autorité, pouvoir, faiblesse. Les idées qui viennent aux femmes passent par les hommes dans un champ de valeurs culturelles contrôlé par les hommes, dans un régime politique et social contrôlé par les hommes, et dans un système sexuel où les femmes sont utilisées comme des choses. Selon l'aphorisme de Catherine A. McKinnon, que toute femme devrait risquer sa vie pour comprendre, l'homme baise la femme, sujet, verbe, objet. Les hommes sont le champ d'action où évolue l'intelligence des femmes. Mais le monde réel, est beaucoup plus que les hommes, certainement plus que ce que les hommes montrent d'eux-mêmes et du monde aux femmes.
et les femmes sont privées de ce monde réel. Le mal s'impose toujours entre elle et lui. Certains concéderont que les femmes peuvent avoir une sorte d'intelligence particulière, essentiellement petite, pointilleuse, douée pour les détails, inapte aux idées. Certains concéderont, s'ignoreront en fait, que les femmes sont plus sensibles au bien, davantage portées à l'honnêteté ou la bienveillance. Un point de vue qui restreint et dompte l'intelligence. Certains concéderont qu'il y a eu des femmes de génie, après leur décès bien sûr. Les plus belles plumes de la littérature anglaise ont été des femmes. George Eliot, Jane Austen, Virginia Woolf. Elles furent sublimes, et elles furent toutes et chacune l'ombre de ce qu'elles auraient pu être. Mais leur existence ne change en rien la perception catégorique des femmes comme étant fondamentalement stupides, incapables d'exercer l'intelligence sans laquelle le monde entier se trouve appauvri. Les femmes sont stupides et les hommes brillants. Les hommes ont le droit au monde et les femmes non. La perte d'un homme est la perte d'une intelligence, la perte d'une femme est la perte d'une cocher une fonction, mère, ménagère, chose sexuelle. Des catégories entières d'hommes ont été perdues, gaspillées. Il s'est toujours trouvé des gens pour pleurer leur perte et la combattre, pour refuser de l'accepter. Personne ne pleure l'intelligence perdue des femmes, parce que personne n'est convaincu que cette intelligence n'était réelle et a été détruite. En fait, on perçoit l'intelligence comme une fonction de la masculinité, et on méprise les femmes qui refusent leur propre perte. Les femmes ont des idées stupides et ne méritent pas d'être appelées des idées. Marabelle Morgan écrit un livre idiot, superficiel, lamentable, où elle prétend que les femmes doivent exister pour leur mari, pour faire et être le sexe de leur mari. D.H. Lawrence écrit des essais vils et stupides où il dit essentiellement la même chose, mais avec beaucoup de références au divin phallus. D.H. Lawrence a du génie. Anita Bryant dit que sucer une queue équivaut à du cannibalisme. Elle déplore la perte de l'enfant qu'est le spermatozoïde. Norman Mailer croit que Norman Mailer croit que les éjaculations perdues sont des fils perdus, et il décrit à ce titre l'homosexualité masculine, la masturbation et la contraception. Anita Bryant est stupide, et Norman Mailer est génial. La différence tient-elle au style d'énonciation de ses idées, identiques, ou au pénis ? Mailer dit qu'un grand écrivain écrit avec ses couilles. La romancière Cynthia Ozick lui demande dans quelle couleur d'encre il trempe les siennes. Qui est le génie et qui est stupide ? Si une idée est stupide, il faut présumer qu'elle l'est, que ce soit un homme ou une femme qui l'énonce. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Les femmes, sous-éduquées, en tant que classe, n'ont pas à lire Échille pour savoir que c'est l'homme qui plante le spermatozoïde, l'enfant, le fils. Les femmes sont la terre. Elles portent l'être humain qui l'a créé. Il demeure l'origine, le père de la vie. Les femmes peuvent tirer ce savoir de leurs propres sources, provinciales, moralisatrices, les prêtres, les films, les profs de gym. C'est un savoir très répandu, respecté chez les écrivains mâles parce que ceux-ci sont respectés, stupide chez les femmes parce que la stupidité est tenue pour un trait congénital chez elles. Les femmes expriment ce savoir reçu et soulèvent l'hilarité. Mais quand des écrivains mâles expriment la même idée reçue, on les applaudit parce qu'ils sont intéressants, originaux, géniaux, et même rebelles, courageux d'affronter sans détour le monde du péché et du sexe. Les femmes ont des préjugés ignorants et moralistes, les hommes ont des idées. Parler de deux poids deux mesures serait un cruel et complaisant euphémisme. Ce système sexiste d'évaluation des idées agit comme une massue qui réduit en bouillie l'intelligence des femmes, l'annihile. Mailer et Lawrence ont toujours défié le monde. Ils savaient y avoir droit. Leur plume tient ce droit pour acquis. Le monde est le champ gravitationnel où ils évoluent. Marabelle Morgan et Anita Bryant arrivent tard à l'écriture et tentent d'agir sur le monde. Leur style est bien sûr immature et imprécis, ridicule même. Mailer et Lawrence ont tous deux écrit une foule de choses tout aussi ridicules et immatures, malgré tout ce qu'ils peuvent tenir pour acquis en tant qu'hommes, malgré leur maîtrise du langage,
leur authentique réussite ou la beauté de tel ou tel récit ou roman. Mais on ne les qualifie pas de stupides, même quand ils sont ridicules. Si on ne peut distinguer les idées de Laurence de celles de Morgane, alors soit l'un et l'autre ont du génie, soit l'un et l'autre sont stupides. Et le même principe vaut pour Mailer et Bryant. Pourtant, seules les femmes ont le droit à notre mépris. Les idées d'Anita Bryant sont-elles pernicieuses? Alors c'est aussi vrai pour celles de Norman Mailer. Les idées de Marabelle Morgan sont-elles hilarantes à s'en tenir les côtes? Alors c'est aussi le cas pour celles de D.H. Lawrence. Une femme doit, pour survivre, garder son intelligence timide et restreinte. Il lui faut soit la cacher complètement, soit la masquer sous le voile du style. Sinon, elle doit périodiquement devenir folle pour en payer le prix. Elle cherchera à exercer l'intelligence d'une manière qui est sciée aux dames. Mais l'intelligence n'est pas distinguée. L'intelligence déborde d'excès. L'intelligence rigoureuse aborde la sentimentalité, et les femmes doivent être sentimentales pour tenir en estime la triste sottise des hommes qui les entourent. L'intelligence morbide arbore le soleil radieux de la pensée positive et de la sempiternelle douceur. Et chaque femme doit être radieuse et enjouée, et douce, où elle ne pourra acheter la paix du matin au soir par des sourires. L'intelligence à l'état libre exècre tout le monde étroit. Et le monde de chaque femme doit rester étroit, sinon elle devient hors la loi. Aucune femme n'aurait pu être Nietzsche ou Rimbaud sans finir dans un bordel ou être lobotomisée. Toute intelligence vitale a des questions passionnées, des réponses vigoureuses. Mais les femmes ne peuvent se faire exploratrices. Il ne peut y avoir de Lévis et de Clark de l'esprit féminin. L'intelligence restreinte l'est non seulement par timidité, comme les femmes sont forcées de l'être, mais parce qu'elle soupèse prudemment les impressions et les faits reçus d'un monde extérieur que n'osent affronter les timides. Une femme doit plaire, et l'intelligence restreinte ne cherche pas à plaire. Elle cherche à savoir par discernement. En outre, l'intelligence est ambitieuse. Elle veut toujours plus. Pas plus de baise ou de grossesse, mais davantage d'un monde plus grand. Une femme ne peut avoir l'ambition à titre personnel sans être damnée. Nous envoyons les fillettes à l'école. C'est généreux de notre part parce que les filles ne sont pas censées savoir grand-chose et que dans beaucoup d'autres sociétés, on ne les envoie pas à l'école et on ne leur enseigne ni à lire ni à l'écrire. Dans notre société si généreuse à l'égard des femmes, on enseigne aux filles certains faits, mais pas l'esprit critique ni la passion du savoir. On éduque les filles à l'obéissance. L'éducation draine, punit, raille, chasse d'elles l'esprit d'aventure intellectuelle. Les écoles servent d'abord à réduire les perspectives de la fillette, sa curiosité, puis à lui enseigner certaines aptitudes nécessaires au futur mari. On éduque les femmes à demeurer passives face aux faits. On ne les imagine pas capables de créer des idées ou d'explorer la condition humaine. L'objectif intellectuel d'une fille est de bien se comporter. Une fille à l'intelligence dynamique doit être mise à sa place. Une fille intelligente doit utiliser son esprit pour trouver un mari plus intelligent qu'elle. Simone de Beauvoir a finalement choisi Sartre, lorsqu'elle a décidé qu'il était plus intelligent qu'elle. Dans un film tourné alors qu'ils étaient vieux, Sartre, alors à la fin de son existence, demande à Beauvoir, la femme avec qui il a partagé une vie étonnante d'action et de hauts faits intellectuels, « Dis-moi, qu'est-ce que c'est de se sentir dans la vie d'une femme de lettres ?» Carolina Maria de Jesus écrit dans son journal « Tout le monde a un idéal dans la vie. Le mien est de pouvoir lire. » Elle a de l'ambition, mais c'est une ambition étrange pour une femme. Elle veut s'instruire. Elle veut avoir le plaisir de lire et d'écrire. Les hommes la demandent en mariage, mais elle soupçonne qu'ils l'empêcheraient de lire et d'écrire. Ils n'apprécieront pas le temps qu'elle prend pour elle seule. Ils n'apprécieront pas les autres objets de son attention. Ils n'apprécieront pas sa concentration, son amour-propre, la fierté que lui procure une relation directe au monde plus vaste des idées, des descriptions, des faits. Ses voisins la voient penchée sur ses livres, ou la plume et papier à la main, au milieu des ordures et de la famine de la favela. Son idéal fait d'elle une paria. Son désir de lire fait d'elle une exclue, plus encore que si elle s'asseyait dans la rue et se bourrait la bouche de poignées de clous. Où a-t-elle été chercher cet idéal? Personne ne lui a offert. Les 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes. Pour être baisées, pour porter des enfants, nul besoin de savoir lire. Les femmes servent au sexe, à la reproduction, mais pas à la littérature. Mais les femmes ont des histoires à raconter. Elles veulent savoir.
Elles ont des questions, des idées, des arguments, des réponses. Elles rêvent d'être au monde, pas seulement de saigner et d'extraire des bébés ruisselants de leurs entrailles. Les femmes rêvent, écrit Florence Nightingale dans Cassandra, jusqu'à ne plus avoir la force de rêver. C'est les rêves contre lesquels elles luttent tant, si honnêtement, vigoureusement et consciencieusement, et si inutilement. Des rêves qui ont pourtant leur vie, sans lesquels elles n'auraient pu vivre. Ces rêves s'épanouissent enfin. Plus tard dans la vie, elles ne désirent ni même ne rêvent plus ni d'activité, ni d'amour, ni d'intellect.